On a de la chance parce que les services départementaux, en général, sont présents. Ce matin, nous avions le directeur des archives départementales et cet après-midi, nous avons à la fois le chef de service Sébastien Ziegler et un de ses collaborateurs, Jean-Antoine Ségurat, qui vont nous parler des sites Castro. Alors, Anthony va surtout parler d'une période qui est passionnante, malheureusement peu documentée et souvent difficile à documenter, entre le 6e et 10e siècle. Je peux vous dire qu'en archéologie, il y a 20 ou 30 ans, sur le département, enfin oui, 30 ou 40 ans, pour cette période, on n'avait quasiment rien, pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est un travail vraiment passionnant, et voilà. Et puis, Sébastien nous parlera après de la période entre 10e et 14e. La communication d'aujourd'hui sur les habitats fortifiés et ces massifs du Nord, c'est marqué entre le 5e et le 14e siècle, c'est-à-dire durant tout le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central, va se découper en deux grandes parties. La première va porter sur le Haut Moyen-Âge à proprement parler, c'est entre le 5e et le 9e siècle. Et la deuxième partie va concerner les 10e et 14e siècle. Enfin, si on est dans le sujet. Donc cette présentation sur le Haut Moyen-Âge, donc les 5e et 9e siècles, est elle-même découpée en deux parties, qui rendent compte un peu de l'état de documentation des sites. Dans un premier temps, on va présenter les sites les moins bien connus archéologiquement, connus seulement par des prospections et des sondages très réduits, notamment les prospections et les travaux d'Elisabeth Soz, qui est dans la salle, de Marc Oriani, Michel Gazenbeck. Et dans un second temps, j'ai dit 2-1, mais en fait c'est 1 et 2, il y a la présentation de deux sites, donc progression générale d'ouest en est, sur le massif des Monts. On va finir sur les deux sites qui sont ici, Saint-Candy et Bayonne. Alors Bayonne n'est pas dans le massif des Monts, mais il fonctionne avec Saint-Candy, on verra ça plus tard. C'est les deux sites les mieux renseignés et qui donc tranchent avec le reste du corpus. Alors, premier des sites mal connus, connus seulement par les prospections dans ce cas-là, avec des céramiques du Haut Moyen-Âge, notamment des importations africaines et des céramiques de production locale, le site du Fenouillet à Hyères. Donc on peut apercevoir ici un levé lidar aéroporté, qui permet de voir des anomalies ici et ici, qui pourraient correspondre à des enceintes. Enfin, à des portions d'enceintes qui sont pour l'instant indatables. Je passe très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de données sur ce site. Second site, celui de Ragus à Colobrières. Donc celui-là se situe dans la vallée de la Laverne, qui est un des débouchés principaux depuis Colobrières vers le golfe de Saint-Tropez et de Grignon. Donc c'est un site qui a été découvert en 2002 et sondé en 2003 par Marc Oriani et Françoise Laurier. C'est un site qui présente une enceinte faite de dalles de Nex, un matériau local, qu'on aperçoit ici aussi. Vous voyez cette anomalie là qui est ici en arc de cercle. Donc plusieurs portions sont encore clairement visibles sur des hauteurs qui est à 1,50 m à peu près. L'emprise renfermée par ce site est d'1 hectare. Et dans tout cet espace fortifié, on note des effondrements, comme on peut le voir ici sur la photo, donc des effondrements, des éboulis, pour l'instant, pour la plupart non datés. Il y a également des anomalies contre l'enceinte à l'extérieur, de ce côté-là, et ici, qui pourraient correspondre à des aménagements contemporains ou plus tardifs. En tout cas, ils viennent contre l'enceinte, et ils sont pour l'instant mal datés. Voilà les sondages, quelques photos issues du rapport de Marc Oriani et de Françoise Laurier. C'est des sondages qu'ils ont implantés à l'intérieur de l'enceinte. Ils ont trouvé des murs qui correspondent à de l'habitat et un foyer qui sont datés du Haut Moyen-Âge.
Qu'est-ce qui permet de le dire? C'est simplement quelques tessons très rares de céramique, dont, je vous montre ici, en bas, le numéro 3, un bord de céramique dite liguro-provençale, parce que ce sont des céramiques à pâte orange qui se retrouvent entre l'espace, au sein de l'espace compris entre la Provence orientale et la Ligurie. Ça, c'est ce genre de production, on les retrouve à Vintimille pendant tout le Moyen-Âge, du 5e jusqu'au 9e siècle. Et ici, par prudence, le site a été daté entre le 5e et le 7e siècle, très largement. Ici, un gisement de fer. Là, vous pouvez voir encore le levier d'Ida avec l'anomalie liée à l'enceinte qui apparaît ici. Et donc ce site, selon Jacques Perrato, qui a trouvé des fragments d'amphores italiques, a connu une occupation à la fin du second âge du fer, avant d'être vraisemblablement massivement occupé au Moyen-Âge, parce qu'on retrouve plusieurs tessons de cette époque-là. Donc voilà, là vous avez quelques photos de l'enceinte, vous apercevez l'anomalie sur le relevé d'Ida. Et c'est une enceinte qui renferme 0,7 hectares de superficie. C'est quoi cette image à gauche? C'est un levier d'Ida, c'est un levier aéroporté, en fait c'est un avion qui bombarde des rayons, désolé, je vais l'expliquer, qui envoie des rayons infrarouges au sol. On connaît la vitesse de déplacement des rayons infrarouges, donc on calcule le temps qu'ils mettent à revenir vers l'avion. Et là, à partir de ce moment-là, on peut calculer une distance, ce qui permet de recréer le modèle du terrain comme ça, et ce qui est passé notamment à travers le couvert forestier. Car il y a quelques rayons qui touchent le sol, même s'il y a de la forêt en général, qui passe à travers les feuilles. Alors, en dehors de l'enceinte, sur tout le versant ouest, il y a aussi là encore des constructions qui sont difficiles à caractériser, qui sont établies en terrasse. Et le mobilier, comme je l'ai dit tout à l'heure, atteste une occupation au Moyen-Âge. On a là encore ces fameuses productions liguro-provençales. Donc, on pouvait voir deux bords de peau en partie haute. Et en bas, mal daté, un fragment de tuile plate. Prochain site, donc, toujours progression vers l'est, vers le nord-est, celui de Saint-Pé, au plan de la Tour. Donc c'est un site qui est, lui, situé directement au-dessus du golfe de Grimaud, donc qui le domine d'un côté, donc sur le versant sud, et qui, sur le versant nord, domine le plan de la Tour et la vallée connue au Moyen-Âge comme la vallée d'Avignon, qui a été identifiée par Elisabeth Sonnet. Donc c'est un des principaux accès vers le golfe de Saint-Tropez depuis la découverte terminée. Donc là, vous avez une photo aérienne prise par Gérard Souza en 1987 qui montre un peu la configuration du site. Avec ici, on aperçoit l'enceinte qui est l'anomalie qui est ici sur le lidar. Cette enceinte-là correspond à ça. On voit bien que le lidar permet de repérer un petit peu quasiment tout le tracé de l'enceinte. Et donc c'est un site qui a fait l'objet de sondages, contrairement à la plupart des autres sites, notamment par Jacques Gauthier en 1964 et avant lui par Charles Lacan, ou Jean Courtin, pardon, en 1956. Mais le site médiéval est à part. Alors le site médiéval, je ne vais pas trop en parler, c'est le quartier d'après. D'accord. Mais oui, alors c'est un site du coup qui a été identifié par Owen et par Marc. C'est la possible Rocade Miramar, qui est mentionné au XIe siècle, dans la vallée Avignon. Donc le site médiéval, lui, était vachement à part, et puis, bon, je ne vais pas trop m'appesantir sur ça, mais on a un ensemble ici qui est fortifié, qui est mal daté, mais qui est exceptionnel, en fait, pour sa durée d'occupation. Oui. Parce qu'on retrouve des indices d'occupation depuis le néolithique final et le bronze jusqu'au Moyen-Âge central. Et notamment au Moyen-Âge, ce qui nous intéresse. Donc là, vous avez le plan qui a été fait dans l'article de 2014 de Jacques Perrato et de Jacques Gauthier, qui fait un peu la synthèse de toutes les données qu'on a sur le site. Alors malheureusement, tout est hors stratigraphie, même ce qui a fait l'objet de sondage, parce que les étiquettes ont été perdues en dépôt, etc. Donc là, on a plusieurs implantations de sondage. Alors le lidar, je voulais vous mettre cette image, parce que ça permet de vous montrer que le lidar permet de retracer le plan du site. Vous voyez, là, c'est le plan de 2014, et là, c'est le lidar
Donc on voit que l'organisation globale a été bien vue par Jacques Gauthier et Jacques Berrateau, mais là on a un relevé plus précis. Alors ça c'est une des habitations qui a été dégagée par Jacques Gauthier en 1964, qui elle datait du Haut Moyen-Âge, relevé d'un habitat réparti en 2 pièces et daté entre le 5e et le 7e siècle. Là encore, on voit l'imprécision des datations sur 2 siècles. On retrouve notamment des fragments de peaux de DSP, de dérivés de sigillés paléochrétiennes. Donc c'est des productions à décors imprimés, souvent appelées paléochrétiennes parce qu'il y a souvent des décors chrétiens dessus. Ça c'est plutôt daté des 5e, 6e, voire lorsque les décors tendent à disparaître du 7e siècle. Mais on retrouve également, chose les moins connues sur le site, un bord ici qui est typique, on appelle ça un bord en forme de baïonnette, vous pouvez voir pourquoi, d'un pot qui est une forme qui est plutôt apparentée au 8e, 7e, 8e, 9e siècle. Alors, dernier site avant de passer au site un peu mieux connu, celui de Saint-Luin, lui. Alors lui, c'est un site qui a fait l'objet de sondages par Jacques Berrateau et Richard Masseur. Alors là, on a des occupations encore de second âge du fer, à l'époque romaine, ce qui est assez rare, et au Moyen-Âge. Et pour le Moyen-Âge, des céramiques locales et des importations africaines. Mais là, le site, on n'a que des indices hors stratigraphie encore, tout est hors des couches archéologiques, parce que le site a été vachement réoccupé au Moyen-Âge central, très remanié. Là, le plan que vous avez, là, le plan topographique, qui a été fait par Françoise Laurier, montre l'ampleur des aménagements du Moyen-Âge central. Donc, deuxième partie de cette partie cette grande partie sur le Haut Moyen-Âge, celle des dossiers un peu mieux connus, de Sainte-Candie à Roquebrune-sur-Argence et de Bayonne à Bagnols-en-Forêt. Alors sur le rocher de Roquebrune, le site de Sainte-Candie a fait l'objet de plusieurs campagnes entre 1996 et 2004 par Frédéric Bertoncello et Yann Codou, et a fait l'objet d'une reprise en 2015-2016. Une réétude intégrale est en cours dans le cadre d'une thèse, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est assortie d'un volet de datation absolue, c'est-à-dire de datation radiocarbone. On a là, au sommet de ce rocher, dans une zone assez peu accessible finalement, une agglomération fortifiée, une véritable agglomération de 8 hectares, occupée dès les 5e, 6e siècles, et ensuite réoccupée au 7e, 9e siècle. Élément de cette agglomération, celui qui saute le plus aux yeux, c'est l'enceinte qui entoure le site et qui l'enclose sur une superficie, comme j'ai dit, de 8 hectares et qui est préservée sur des hauteurs atteignant 2 mètres de haut. Donc comme on peut le voir là sur cette photo, c'est une enceinte assez rudimentaire finalement, en pierre sèche, dont on peut, vu qu'elle est en soutènement, donc on peut supposer des superstructures en bois. On a notamment en 2016 sondé une zone qui est située par ici, vous voyez sur le plan en haut à gauche, dans laquelle on a trouvé des alignements de trous de poteaux le long des murs. Autre élément, c'est la présence d'une église qui a, elle, été fouillée par Yann Codou entre 2000 et 2004 et refouillée en 2016, qui est ici. Je vous la montre sur le plan en haut à gauche, qui est ici, et qui a livré sous un sol en béton de tuyau plusieurs sépultures, dont une inhumation ici, et ici un coffre contenant les os rassemblés de 2 adolescents. Les datations radiocarbone appliquées aux deux sépultures montrent une datation entre le milieu du 7e siècle et la première moitié du 10e siècle. Donc on a là une église de la fin de l'époque mérovingienne et de l'époque carolingienne. Le sol qui tapissait toute l'église en béton de tuyau, qui est un béton de tuiles concassées, était sur les sépultures. Autre élément, aussi à dimension religieuse, ici, qui domine tout le site, un possible enclos funéraire, lui aussi orienté comme pourrait l'être une église vers l'est,
qui a livré plusieurs sépultures sous tuiles agglomérées autour d'une base d'hôtel en pierre. Alors là, le problème, c'est que les eaux ont été rongées par l'acidité des sols, donc on n'a pas pu faire de datation radiocarbone, et il n'y a pas de mobilier, donc très difficile à dater. Seul élément possible de datation, c'est donc on avait ici, près de cette base d'hôtel en pierre, 2 sépultures d'adultes, et à leur pied, la sépulture d'un enfant, possiblement, parce qu'elle faisait 1,10 m de longueur. Et au niveau de la tête, la tuile qui couvrait la sépulture comportait une inscription en latin cursif. Alors je l'ai montré à plusieurs spécialistes qui n'ont pas su la déchiffrer. Ils aperçoivent en bas une possible datation, donc là on aperçoit un cas, une datation selon le système des calendes. Et la graphie pourrait laisser penser qu'on est aussi à un 5e, 6e siècle. On sait par contre que cet enclos, ce possible enclos funéraire, est réoccupé au 7e et 9e siècle et que ça pourrait être à ce moment-là une maison ou un habitat qui respecte cependant par une cloison l'espace funéraire. Ils établissent des banquettes autour d'un foyer et on a retrouvé du verre de type des palm cups, des verres de table, quoi, datés des 7e, 9e siècle. Des verres bleutés à décor. Donc, qui sont les éléments les plus probants pour la datation. En dehors de cette église, de cette enceinte et de cet enclos funéraire, ce qui montre une certaine planification, c'est là la présence dans ce quartier-là, au-dessus de l'église que vous avez vu tout à l'heure, dans l'ensemble de bâtiments, organisés autour d'une ruelle ici centrale, occupée dès les 5e, 6e siècles, qui pourrait avoir connu une phase d'abandon, de déprise autour du milieu du 6e siècle et jusqu'au milieu du 7e siècle. Donc là, on aperçoit par exemple stratigraphiquement, on voit une première phase de construction, une phase d'effondrement ici, et par-dessus, très rudimentaire, une reconstruction qui serait liée à la phase des 7e et 9e siècles. Cette phase du 7e et 9e siècle se caractérise par une implantation artisanale, parce qu'on a retrouvé des scories métalliques, des scories de fer en grande partie, et chose rare, les indices d'un atelier de verrier, parce qu'il y a des scories de verre et des tesselles de verre bleuté. Alors le verre de cette époque est en grande majorité bleuté pour les 7e et 9e siècles. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils recyclent en général les tesselles de mosaïque ou ils importent du verre brut et ils le retravaillent sur place sur le site. C'est-à-dire qu'ils font les objets, on sait qu'ils font des objets en verre sur le site à ce moment-là. Et élément aussi, alors là il y a 2 monnaies qui ont été trouvées pas par moi mais par Frédéric Partencellet et Yann Codou entre 2000 et 2004. Une au bol de Marseille, donc ces découvertes monétaires en fait, du 8e siècle sont assez rares. Mais ce qui est plus rare, c'est de trouver un denier de Touraine, de la région de Tours-Poitiers, un denier dit au pentagramme, qui lui pourra attester d'une redirection des flux commerciaux de la Méditerranée vers le nord de la Gaule. Là, on voit que la forme que peut prendre cette réoccupation, avec ici les effondrements des 5e, 6e, des constructions des 5e, 6e siècles, repoussés contre les murs, et dedans, implantation de trous de poteaux pour des superstructures en bois. Donc ils vivent littéralement, ils poussent des conques et ils vivent dedans, quoi. Alors ça peut être, il peut y avoir aussi des systèmes de vide sanitaire qui nous échappent actuellement parce que le bois a pourri, donc on ne voit plus rien, on ne voit pas le plancher, quoi que ce soit. Le problème principal qui se pose à Sainte-Candie, qui est celui très intéressant des activités agropastorales, c'est celui de la datation des terrasses. Il y a des terrasses qui ont été repérées en prospection sur tout le versant sud, sur plus de 20 hectares. Certaines d'entre elles présentent des blocs cyclopéens. Des blocs cyclopéens, c'est des blocs de la taille d'une table, peut-être pas celle-là, mais bon, la moitié. On a implanté plusieurs sondages sur ces pentes pour essayer de voir si on arrive à dater ces terrasses. Et l'une d'entre elles, sur une dizaine de sondages à peu près, a livré une couche très noire ici, qui contenait du mobilier du Moyen-Âge, notamment des amphores africaines. Donc on peut supposer qu'une partie au moins de ces terrasses a pu être utilisée au Moyen-Âge. Mais les indices sont encore très très minces et il faudra probablement pousser un petit peu plus la recherche pour essayer d'avoir des indices un peu plus probants.
Autre aménagement sur ces pentes et à côté des terrasses, des voies ornières non datées, qui pour l'instant sont indatables, et des habitats, enfin des structures isolées, des constructions qui pourraient être de l'habitat ou des aménagements en relation avec des terrasses. Alors face à Sainte-Candie, c'est le site de Bayonne, qui est sur la commune de Bayonne-en-Forêt. Je vous le présente aujourd'hui, même s'il est en dehors du massif des Morts, il est quand même à la marge directe, et il fonctionne en même temps que Sainte-Candie. Donc c'est intéressant de le mentionner. Les deux encadrent la basse vallée de l'Argence avant le débouché sur le chef-lieu de cité de Fréjus. Plusieurs campagnes de fouilles ont été menées par Désira entre 1974 et 1985, et il a repéré des indices d'occupation dès l'âge du bronze, voire dès le néolithique. Le site se caractérise notamment par une enceinte, cette fois-ci pas comme à Sainte-Candie, liée au mortier de chaux, donc pas en pierre sèche, un peu plus soignée donc, renfermant une superficie de 5 hectares. C'est l'enceinte en bleu que vous voyez sur le relevé d'IDAR ici. La reprise des archives de fouilles ici apporte des informations précieuses comme une chronologie contemporaine de celle de Sainte-Candie, c'est-à-dire qu'on a une occupation entre les 5e et le 9e siècle, et une accroche exceptionnelle aux problématiques sociales et possiblement politiques. Exemple qui illustre le plus ces apports, c'est celui du dépotoir situé sur le promontoire sud du site, qui est d'une richesse exceptionnelle, puisqu'il a livré toutes ces... Bon, je ne vais pas refaire tous les chiffres, mais voilà tout ça, ce qui est assez rare. Alors, malheureusement, une fraction seulement de ce mobilier nous est parvenue. On va dire que quasiment 90% du mobilier a été perdu entre-temps. Tout ce mobilier a été trouvé sur une profondeur de 2,50 m de stratigraphie. Donc on peut apercevoir ici la profondeur de cette structure avec Guy Désira, une photo d'époque, qui est en train de fouiller le dépotoir et on peut voir qu'il est complètement dedans. Là, c'est la forme que pouvait avoir le dépotoir dans les relevés de Guy Désira. Quand un quart, voire une moitié a été fouillé, on pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été pas forcément dans le rapport, mais qui ont été fouillées par ici. Et là, on a un aperçu de la stratigraphie avec une alternance de couches de rejets de mobilier, de déchets domestiques. Le premier apport de la reprise de l'étude, c'est la datation de ce dépotoir. Et là encore, exceptionnel, on a une attribution chronologique entre le milieu du 7e et la seconde moitié du 8e siècle, basée sur deux datations radiocarbone sur deux échantillons différents de faune. Alors là, on a des points, on va faire les points communs et les principaux apports du mobilier qui sont développés à travers la reprise de ce mobilier. Alors tout ce que je vous présente là, ça va faire l'objet d'une publication, un article qui a été rendu, là, le manuscrit va être publié vers avril à peu près, dans la revue des archéologies des Alpes du Sud. Ça a été fait en collaboration avec David Bédouin et Isabelle Rodé-Bellarbi qui a fait l'étude des restes fauniques. Pour la céramique, principal apport, c'est la diversité des pâtes qui montre pour les productions locales et pour les 7e, 9e siècles, ce qui est une donnée plutôt intéressante et inédite, c'est la diversité des sources d'approvisionnement pour cette époque-là. Donc on a malgré qu'on ait la persistance de l'arrivée de produits méditerranéens, ils arrivent en très petite quantité et on voit par contre en parallèle que se développe tout un commerce local et régional qui va se diversifier, dont on saisit encore mal les rameaux. On a aussi, en parallèle de cette nouvelle configuration des flux commerciaux, l'émergence d'un répertoire morphologique qui annonce celui de l'Amide. Donc on a notamment des typiques dans l'Amide, des fonds qu'on appelle des fonds lenticulaires ou bombés, et la généralisation des pots qui est destinée à aller sur le feu. Et également, je vous ai mis ça parce qu'il y a ce genre de décor à la roulette, comme on dit, c'est des roulettes qui font passer sur les pinces pour imprimer ces décors. C'est typique aussi, on les retrouve vers l'Amide. Et là, on peut les dater des 7e et 8e siècles. Je vous ai mis à côté un exemple de ce qui peut arriver des produits spécialisés encore en provenance des imports de la zone méditerranéenne, ici d'Afrique du Nord. C'est des lampes à décor chrétien, etc. Également, ce qu'on retrouve pour cette époque-là et qui a tendance à se multiplier, c'est l'arrivée
de ces pierres, on dit olaires, qui sont des vases en pierre façonnés autour, et qui vont, par arrachage de matière, et qui vont être surtout employés pour leur qualité réfractaire, qui vont être mis sur le feu, voilà, ça va servir à un usage sur le feu. Ces pots en pierre proviennent des zones alpines, notamment des Alpes centrales et occidentales, ce qui témoigne, là encore, d'une nouvelle ouverture vers d'autres réseaux d'échange au long cours. Pour le verre, ce qu'on retrouve principalement pour ces époques des 7e, 8e siècles, c'est du verre jaunâtre et du verre bleuté, et notamment des formes comme de verre de table, comme ceux qu'on avait à Saint-Candie. Et la quantité ici qu'on retrouve de mobilier en verre est inhabituelle en milieu rural, c'est ce qu'on va retrouver plutôt pour des sites urbains. Donc on peut se demander, avec précaution encore une fois, si ce n'est pas un marqueur d'une présence élitaire. Autre marqueur, autre élément un des principaux apports de ce dépotoir, c'est celui du mobilier métallique. Donc on a notamment la possible présence de cavaliers et une présence militaire. Comme on peut le voir ici, on a une paire d'éperons, découverte très rare, d'un type qui se retrouve, alors j'essaie de retrouver des parallèles. Le parallèle le plus probant est celui de deux sépultures élitaires de la basilique de Saint-Denis. C'est des paires d'éperons qui sont destinés à être insérés dans le talon de la chausse et qui sont d'un type plutôt très rare. D'habitude, les éperons viennent s'attacher sur le devant sur le coup de pied et sous la chaussure. Là, ils sont directement insérés dans le talon de la botte. On a en parallèle, autre marqueur de l'activité, la possible présence de cavaliers, un fer d'attache du mort à la bride, qu'on peut voir ici dans le positionnement de restitution, et des clous affairés pour les fers à chevaux, et des pointes de flèches donc, qui pourraient marquer soit une présence militaire, soit une activité de chasse, une activité guerrière ou de chasse. Alors, chose encore plus inhabituelle, c'est la présence de marqueurs d'accessoires liés à l'écriture. Donc ici, on a notamment un couvercle de boîte à sceaux. Donc les boîtes à sceaux sont destinées à abriter les CD placés sur les courriers. Donc là, vous voyez le dispositif. Donc là, cet objet-là correspond au couvercle qu'on a là. Là, on voit en grisé la partie qu'on a, une infime partie. Et en parallèle, un stylet en fer qui, lui, sert à écrire dans la cire. Autre dimension, autre activité dont témoigne le métal, l'élevage et notamment le travail de la laine de mouton. On a notamment des sonnailles, avec ici deux sonnailles et un battant qui se place à l'intérieur, et des paires de forces qui sont complémentaires d'une fusariole qui sert à filer la laine et de dents de peigne à carbi. Autre activité encore, outre l'activité agropastorale, l'activité guerrière, etc., la présence d'artisanat du fer et des alliages cuivres. Donc là, c'est deux scories. Donc vous avez deux lentilles. Vous avez une lentille de forge de fer pour le faire, une lentille ou une scorie en alliage cuivre. Donc en résumé, on a sur ce site la présence d'une population aisée, qui semble confirmée par l'étude archéologique, parce que Isabelle Rodé-Bellarbi a mis en évidence des pratiques d'abattage des veaux à un très jeune âge, donc pour la qualité de la viande, ce qui suppose qu'on a un cheptel assez important, ou qu'on peut se permettre d'abattre des bêtes avant leur exploitation maximale. Et aux côtés d'une population paysanne, donc avec des activités agropastorales, des activités artisanales, la possibilité d'une composante militaire et un site intégré dans des courants d'échange de courte et longue distance. Donc, comme à Saint-Candie, on a là le tableau d'une véritable agglomération fortifiée en pleine vitalité au 7e, 8e siècle, au moment même où, dans le chef-lieu de cité de Fréjus, on peine à voir les indices archéologiques d'une occupation. On peut se demander si la dynamique n'a pas été transférée vers ce genre de site pour le Haut Moyen-Âge, et notamment pour les 7e, 8e siècles,
Ce qu'on va percevoir par contre, c'est que autour du 9e siècle, probablement vers la fin du 9e siècle, on perçoit beaucoup moins d'indices archéologiques sur les sites de hauteur de ce type-là. Donc on peut se demander s'il n'y a pas un déclin ou un transfert de la population, donc des sortes de flux démographiques qui sont en défaveur de ces sites. Et ce n'est que vers la fin du 10e et le début du 11e siècle qu'on va avoir la réémergence comme ça de sites castraux et d'un perchement de l'habitat. Et je laisse maintenant Sébastien en parler. Merci Jean-Antoine. Alors, je vais être moins précis que Jean-Antoine. Je vais plutôt vous montrer des choses qui sont, on va dire, l'amorce de futures recherches et des choses qui s'appuient sur des travaux antérieurs, et en particulier ceux des Québécois ici présents. Mais pas seulement. Quand Jean-Antoine m'a demandé si je voulais participer à cette communication aujourd'hui, bien embêté en tant que nouveau provençal, et, voilà, mais je ne me voyais pas refuser en tant que nouveau Roquebrunois depuis 5 ans. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer surtout, c'est ce que peut vous apporter la lecture de sites qui sont déjà connus, qui nous sont déjà renseignés, en particulier donc, dans les travaux d'Elisabeth Sauze, mais aussi de Marc Boréani, de Françoise Laurier et de 2-3 autres personnes qu'on rencontrera dans ces diapos. Sur le lidar HD, donc, ce qu'on appelle le lidar HD. Donc vous avez vu des images déjà par Jean-Antoine sur les sites du Haut Moyen-Âge, mais on peut réaliser aussi ce type d'image sur des sites du Moyen-Âge central en particulier. Et pour beaucoup d'entre eux, ça nous apporte de nouvelles données, surtout une vision plus globale. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une vision qui est issue de la prospection et de sondage sur les sites. Donc, très très près du site en lui-même, le lidar nous permet de prendre du recul et de voir vraiment l'ampleur des sites et parfois de repérer ce qu'on ne peut pas repérer dans le taillis. Sur le taillis, c'est pas toujours évident de repérer un mur, comment il se continue, parce que généralement c'est uniquement une petite levée de terre, il n'en reste plus grand-chose, alors que le lidar permet de le voir. Donc le lidar, comme l'a dit Jean-Antoine, c'est un avion qui passe et qui envoie des lasers. Mais beaucoup de lasers, et dont certains arrivent jusqu'au sol, et après on peut trier les retours, et après on enlève la végétation, et on se retrouve avec des plans où il n'y a plus que le sol. Et sur ce sol, on repère des anomalies assez facilement, comme vous allez le voir. Alors, sur les fortifications, ça, vraiment pour l'anecdote, il y a quand même des sites qui nous restent inaccessibles, c'est les sites qui sont encore occupés aujourd'hui. Ça ne sert à rien de faire un lidar sur Roquebrune, ou ici, je vous ai dit Pierrefeu, mais il ne faut pas oublier tous ces sites perchés qui sont encore perchés aujourd'hui, qui sont encore occupés aujourd'hui, et qui existaient déjà à l'époque. On a cette particularité en Provence d'en avoir un certain nombre d'abandonnés, et qui sont abandonnés de façon assez précoce, et qui sont conservés. Alors, il faut savoir que ce phénomène d'abandon de village est courant, hein, il est connu dans toute l'Europe. Il est même quelque part à l'origine de l'archéologie médiévale sur des sites anglais, comme Warren-Percy par exemple. Mais en Provence, ça se double avec ce phénomène de perchement. Dans le nord de la France, on ne les trouve plus, ou très peu, à cause des remembrements agricoles qui ont complètement réorganisé. Donc même dans le cadastre, on ne voit plus ces villages et on les trouve uniquement en fouille au hasard. On a des petites idées parfois où ils se situent. Mais c'est assez rare de pouvoir les trouver. Et c'est vrai. Voilà. Et donc je voulais commencer avec. Alors ça va être un petit peu au hasard dans les morts. Hein, on va se promener un petit peu partout. Avec ce site de Rouve-Gaveau, qui est attesté au XIe siècle. Alors je vous ai mis cette image du lidar aussi, parce que Rouve-Gaveau est ici, mais il est à proximité immédiate d'un oppidum de l'âge du fer qui était connu. Hein, qui est juste ici, on voit très bien les enceintes complètes sur le lidar, et seul le lidar permet cette lecture du terrain jusqu'à maintenant qu'on n'avait pas. Et par exemple, sur ce site, dans les publications de Jacques Bérateau, vous avez uniquement ces deux enceintes. On a découvert ce lidar, c'est cette enceinte supplémentaire qui était inconnue jusqu'à maintenant. Donc ça va demander des vérifications, mais ça c'est pour mettre du fer, mais c'est aussi valable pour du Moyen-Âge. Donc on va regarder un peu plus précisément ce site de Rouve-Gaveau, qui est connu par
des fouilles menées par Marc Boréani dans les années 90, donc aidé de Françoise Laurier pour les relever. Très souvent, il faut rendre hommage au travail du couple Boréani-Laurier, en particulier les plans qui ont été réalisés un peu partout dans les morts, mais dans toute la Provence, en particulier dans le Var. Donc on voit très bien là-haut l'enceinte, ici, la première, et vous voyez à peu près comment elle avait pu être repérée à l'époque, hein, ces petits murs ici, là, alors que sur le lidar, on la voit très bien, mais comme on voit la deuxième enceinte qui est ici, et là on la devine un peu. Et en gros, c'était pour vous montrer ce que nous apporte aujourd'hui une technologie comme le lidar. Alors, je ne pouvais pas, parce que pour moi, quand je suis arrivé en Provence il y a 5 ans, un des premiers sites sur lesquels m'a mis Jean-Antoine, c'est le site du Vieux Revest à Sainte-Maxime, que je trouve vraiment un site fantastique et d'une beauté exceptionnelle. Et pour un nordiste comme moi, d'avoir des sites conservés de cette manière-là, je veux dire, vous avez une chance folle en Provence. Il n'y a qu'en Provence qu'on trouve des sites de cette qualité-là conservés. Donc je vous ai remis les dates connues et avancées par Elisabeth Sauce dans tous ces travaux. On voit tout de suite ici la porte de Castrum qui est située là, et ici l'église. Je vous ai remis une photo de la porte. Alors, ce sont des portes qu'on appelle à gorge ouverte. Elles sont ouvertes à l'arrière, elles ne sont pas pleines. Et l'église dans un état de conservation magnifique qui malheureusement se délabre peu à peu. 3 minutes, ça va être, je vais aller vite. Voilà, donc le site encore, et voilà. Donc voilà ce que donne le lidar, où on voit très bien les deux enceintes, dans lesquelles est comprise l'église, mais on voit aussi très bien le village qui lui est associé. Tous les petits carrés que vous voyez là sont les maisons du village qui menaient qu'il fallait traverser avant d'atteindre en fait le castrum en lui-même. Et le village n'est pas fortifié, hein, c'est le castrum l'est, et on voit la rue qui traverse, comme ça. Ici, le village, c'est une rue qui fait à peu près 75 mètres, il y a des maisons de chaque côté, et ça c'est un modèle qu'on retrouve régulièrement en Provence, comme par exemple au fameux site de la Mole à Sainte-Madeleine, avec des dates connues, enfin au moins pour les citations, les premières citations qui sont à peu près équivalentes à celles du Vieux Revest, même si sur les fouilles, Henri Rigaud n'a trouvé que du mobilier 14e siècle, mais en même temps la stratigraphie n'est pas très importante, donc c'est souvent le cas qu'on trouve sur les sites les dernières occupations, et sur des sites posés directement sur le rocher, ça peut être compliqué de trouver le reste. Alors ça, c'est les dessins d'époque. Je fais vite. Aujourd'hui, le site ressemble à ça, avec l'église Sainte-Madeleine, et vous le connaissez probablement beaucoup mieux que moi, mais grâce au lidar, tout de suite, on enlève la forêt et on voit beaucoup mieux le site, et ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Et encore une fois, avec le village qui est ici, et la rue qu'on voit démarrer directement là, et qui traverse l'intégralité du village, avec toutes les maisons de chaque côté. Vous avez une rue qui fait 120 mètres de long à peu près, donc le village fait 4600 mètres carrés en gros, et alors que sous enceinte, ici, on a 2400 mètres carrés. En gros, donc c'est ça vraiment ce que le lidar nous permet de mettre sur des sites qu'on connaît, en fait, qui sont déjà bien connus. Je trouve que ça renouvelle pas mal la vision qu'on peut en avoir, et surtout dans la précision des relevés qu'on peut y faire. Vous avez vu la différence avec les plans qui ont pu être faits à l'époque, avec ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce au lidar. Un autre site qu'on avait déjà vu avec Jean-Antoine, parce que parfois ça marche pas bien. Le lidar, ça fonctionne pas bien. Et c'est vrai que par exemple, sur 5 8, c'est pas toujours aussi précis. Et on a ce site de Vincent au Buis, où on a du mal à repérer les choses, même si on y voit très bien l'église, qui est ici, c'est elle, voilà, et la tour carrée qui est ici, et qu'on repère ici. Mais c'est vrai que quasiment il faut avoir les plans pour retrouver les choses. Voilà, donc ça ne marche pas toujours très bien. On était ce matin à Lamour, on en a parlé. À Lamour, il y a un site abandonné, connu donc, au XIe siècle et abandonné avant le XIIIe siècle. Pareil, aujourd'hui, grâce au lidar, on en a une vision très très claire
avec son enceinte, probablement même cette double enceinte, qui n'était pas avec ici, une enceinte ici, et des entrées par là, et le dessin voilà, du castrum, des maisons, des tours et autres ici. Donc on a, grâce au lidar, et le lidar on l'a que depuis 2 ans. En gros, hein, le lidar, ça fait 2 ans qu'on l'a réellement et qu'il est accessible. Donc pour nous, ça renouvelle intégralement notre vision des choses. Autre exemple, Gassin, une mode, la mode de Gassin, la mode de Mourian, et ben, sur le lidar, on la voit très très bien. On peut faire abstraction de tout, des habitations qui sont maintenant autour, voilà. On voit très très bien cette mode féodale. Alors, les modes féodales, des pays d'où je viens dans le Nord, on en a beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare en Provence, même si on en a quelques connus. Mais voilà, il y en a moins besoin, vu les buts qu'on a, il y a quand même moins besoin de s'élever. Il reste ensuite des sites que le lidar nous ont permis vont nous permettre de revérifier. Donc typiquement là aux Arcs, hein, on est quand même dans les morts, hein, c'est vraiment dans le bas. On a cette motte, aujourd'hui on peut appeler une motte, qui est identifiée par Marc Borelli à l'époque, qui dit tumulus, mais il y a un mur à la chaux dessus, donc voilà, ça peut être médiéval. Quand on le voit, vous voyez, on le voit tout de suite hein, par rapport au relief environnement. Sur le lidar, ça apparaît tout de suite, mais en plus apparaît des aménagements sur les pentes qui lui sont liés. Et voilà. Après, on a d'autres sites qui sont à vérifier. Ce site-là, il n'était pas signalé sur la carte par Théo, on ne sait pas ce que c'est, ça se trouve, c'est rien du tout, c'est un emploi à bestiaux, mais là, on a clairement un aménagement ici, qui est à Colobrières, qui n'est pas sur la carte par Théo. On a plusieurs castras voilà, à chercher autour de Colobrières. Et bien, en voilà un qui apparaît au lidar, qui n'était pas référencé sur les cartes archéologiques. Voilà. Et j'ai terminé ici. Je rassure. Oui. Merci.